Merci de votre fidélité à la télévision nationale. L'émission c'est 5 sur 7 matin. Nous sommes mardi 27 novembre 2018. Nous parlons essentiellement donc aujourd'hui de la santé et de l'environnement. En parlant justement d'environnement, il y a ce phénomène, oui, un phénomène qui s'observe de plus en plus dans certains de nos pays d'Afrique, notamment au Bénin. Il s'agit bien de l'accaparement des terres et de l'eau. Et pourtant, la terre est un droit pour tous les citoyens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, justement, certains perdent le droit, justement, sur ces terres-là? La question mérite d'être posée. Nous allons pouvoir faire le débat avec les confrères en plateau. Et puis, par rapport, justement, à ce phénomène qui s'observe de plus en plus, il y a cette question que nous vous adressons face au phénomène grandissant de l'accaparement des terres. Dites-nous comment, selon vous, protéger les populations locales du pouvoir des plus puissants. Face au phénomène grandissant de l'accaparement des terres, comment protéger les populations du pouvoir des plus puissants? C'est la question à laquelle vous pouvez donc répondre ce jour via nos divers canaux de communication. C'est Facebook, c'est Twitter, c'est également WhatsApp, le 61 19 88 88, le 61 19 88 88. Et pour faire le débat en plateau avec nous, Alain Tossounon. Bonjour Alain. Bonjour Ricardo, bonjour Serge. Bonjour Alain. Juste à côté de vous, Alain, Bertrand Yerwenou, vous êtes le secrétaire permanent de Synergie Paysanne. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et puis en face, William Apollinaire Yemalin Tchoki qui reste avec nous. Bonjour Ricardo et bonjour Serge. Bonjour Apollinaire Yemalin Tchoki. Allez, il faut repréciser qu'en octobre 2014, plusieurs mouvements sociaux, organisations de la société civile, engagés dans la défense des droits à la terre, l'eau et les semences paysannes, se sont réunis à Dakar, dans le cadre de ce qu'on appelait à l'époque le Forum social africain. Ils protestent contre les accaparements de toutes les ressources naturelles. Ils luttent contre les violences systématiques des droits humains qui les accompagnent. Et depuis quelques semaines maintenant, ils ont entrepris de traverser l'Afrique et d'attirer l'attention sur le danger qui guette, sur le danger qui pointe à l'horizon. Le leitmotiv, disent-ils, la terre et l'eau sont des patrimoines communs. La terre et l'eau ne sont pas des marchandises. On se penche donc aujourd'hui sur un phénomène mal connu, l'accaparement des terres, vous l'avez si bien dit, ainsi que ses implications pour les populations locales. La première question, c'est de savoir déjà, lorsque l'on évoque l'accaparement des terres, à quoi fait-on recours? Alain, William? Bon, enfin, pour moi, quand on parle d'accaparement des terres, c'est du fait que certaines grandes sociétés, grandes industries, des firmes viennent dans certaines localités et achètent ces espaces. Vous savez, dans nos villages, dans nos localités, les producteurs avaient de petits espaces sur lesquels ils produisent. Et on a démontré que ce sont ces petits producteurs qui nourrissent ceux qui sont dans les villes. Alors, quand ces grandes firmes descendent, sous prétexte qu'ils veulent installer, je ne sais pas moi, des usines, ils achètent ces espaces, ils dépossèdent ces petits producteurs de ces espaces et par conséquent, ça a une implication sur l'alimentation, sur la production du pays. Donc c'est un peu, si je veux caricaturer un peu ce qu'on appelle par accaparement des terres, certainement que Alain et Bertrand vont ajouter d'autres explications. Donc c'est ce que je peux dire d'abord par rapport à l'accaparement des terres, c'est l'achat des parcelles chez des petits producteurs, pas des grandes firmes qui... Ils achètent ces terres, mais ce n'est pas pour produire, mais ils thésaurisent. Est-ce qu'ils achètent ou ils dépossèdent ces populations? Non, pour la plupart du temps, ils achètent. Ils achètent. Mais pas au prix qu'il faut. D'accord. Voilà, ouais. Alain? Oui, le schéma est simple. C'est-à-dire que vous avez donc le petit pays, le petit producteur. Par an, c'est 4 à 5 hectares qui sont exploités en moyenne, selon les chiffres que nous avons. Et donc, ce qui se passe, c'est que on lui demande donc de céder sa terre. Donc, il cède la terre et il se retrouve comme ça du jour au lendemain sans terre. Et deux solutions lui sont donc possibles. Et les deux solutions sont mauvaises. C'est-à-dire que quand il se retrouve sans terre, qu'est-ce qu'il fait? Il débarque en ville, dans les bidonvilles. Tout simplement. Alors, et donc sans rien.
Donc, il vient et puis il est sans emploi, il débarque en ville. La deuxième solution, c'est que finalement, il travaille pour donc cette grande firme-là. Et donc, il travaille pour la grande firme et il est mal payé. Il est mal payé parce que maintenant, il n'a plus de terre. Donc, on lui fixe les nouvelles règles. Et ça dit qu'il se retrouve encore dans une situation de pauvreté extrême. Alors, le phénomène dans nos différents pays, les chiffres sont hallucinants. Déjà, au Burkina Faso, c'est plus d'1,5 million d'hectares de terre qui ont été déjà cédés donc à cette grande firme-là. Au Libéria, ça va jusqu'à 1,7 million et on dit 67% des terres donc, agricoles au Libéria sont déjà cédées donc, à ces firmes étrangères. Alors, quand on parle de sécurité alimentaire, quand on parle de lutte contre la pauvreté, vous comprenez bien toutes les implications qui vont avec donc ce phénomène qui relève pratiquement d'un secret d'État parce qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas dans nos pays. Donc aujourd'hui, on n'a pas même des chiffres au niveau de Bénin. Il n'y a pas de statistiques, il n'y en a pas. Parce que, évidemment... ça se fait au Bénin aussi. Mais ça se fait au Bénin parce que le Bénin n'est pas exemple de cette situation parce que c'est une situation vraiment... Donc au niveau de l'Afrique, j'ai le sentiment qu'on en parle beaucoup à l'extérieur, beaucoup plus que dans nos pays. C'est grâce donc à ce mouvement ouest-africain aujourd'hui que de plus en plus la question est à l'ordre du jour. Parce que dans nos pays, effectivement, on n'a pas encore véritablement donc, attaqué le problème. C'est vrai qu'avec le code foncier domanial qui a été donc, aussi modifié et autres, on a mis un certain nombre de verrous. Parce que le phénomène qui se passait, c'est qu'il n'y avait même pas au niveau des communes, il n'y avait même pas un registre qui permet de suivre un peu, d'avoir une cartographie de comment les terres sont exploitées. Est-ce que vous voyez? Maintenant, avec la MDF, avec les comités de gestion foncière qu'on a installés au niveau des communes, donc la nouvelle loi permet tout au moins d'avoir un registre foncier et d'avoir donc des comités qui veillent donc, et qui peuvent vous dire à un instant T, bon voilà. Au-delà de ça, c'est que quand vous voulez acheter de la terre, on a mis une limite de 800 hectares. Voilà. Parce que très souvent aussi, les grandes firmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles passent par donc, des autochtones pour accéder à cette aide. Donc, il y a une limite de 800 hectares qui a été fixée. Je crois que aussi pour les étrangers, c'est que quand on vous cède la terre, c'est pour une durée qui ne peut pas dépasser 10 ans. Donc, voilà un peu un certain nombre de verrous qui ont été mis avec le code foncier et qui permet un peu de contrer le phénomène. De toutes les façons, on va revenir tout à l'heure aux solutions, quelles sont les solutions qu'on peut trouver au-delà de ce que prévoit déjà, vous l'avez dit, le code foncier et domanial. Mais avant de revenir peut-être aussi à cette initiative de cette caravane qui traverse l'Afrique de l'Ouest en ce moment d'ailleurs, je voudrais savoir pourquoi est-ce que les terres sont si recherchées en fait? Pourquoi? Les terres sont recherchées parce que la terre, c'est le développement. Et pour un pays qui a son développement axé sur l'agriculture, la première ressource d'abord, c'est la terre. Est-ce que vous voyez, la terre, pour le paysan, c'est sacré. Et les multinationales, comme l'a dit William tout à l'heure, essayent de s'en accaparer. Et les études ont été faites. On a fait des études au Bénin. Synergie paysanne, et au moment où le Bénin voudrait voter le code foncier, a commencé par parler de l'accaparement des terres. Les députés ont dit non, le phénomène d'accaparement des terres, c'est quoi ça? Il n'y a pas de chiffres. Et on était obligé de mener des études. On a mené l'étude dans la commune de Djidja. On a mené l'étude dans la commune de Ouessé, pour ne citer que ces communes-là. Et comment ça se manifeste au Bénin? On a constaté que, au fait, chez nous, ce n'est pas forcément les firmes. Ce n'est pas que les firmes, c'est les politiques, c'est les riches, c'est eux qui arrivent à acheter les terres. Et ils achètent les terres par l'intermédiaire d'un tiers qui est proche des propriétaires ou présumés propriétaires. Et qui pensent qu'en vendant les terres, ils pourront acheter une moto, ils pourront faire le toit de leur maison facilement. Et quand ils finissent, quelques temps après, on constate qu'en réalité, ils n'ont pas trouvé le bonheur qu'ils pensaient avoir. Mais c'est des terres qui étaient pour la plupart consacrées à des cultures céréalières, qui produisaient du maïs, qui produisaient du manioc, etc., qui participaient à la sécurité alimentaire. Et comme l'a dit encore très bien William tout à l'heure, quand ces terres sont achetées par ces gens-là, ils ne les exploitent pas. Ils thésaurisent les terres. Ouais. Et ce qui a fait que
les résultats prouvés par ces résultats ont amené Synergie paysanne au sein de l'alliance qu'on appelait à l'époque l'alliance des organisations de la société civile dénommée Alliance pour un code foncier consensuel et socialement juste, a mené ce plaidoyer pour que le code foncier freine le phénomène d'accaparement des terres selon les dispositions. D'abord pour limiter la superficie qu'on peut acheter. Et très tôt, en milieu rural, les non-nationaux ne peuvent pas acheter la terre en milieu rural. Le code foncier, en son article 14, a interdit aux étrangers d'acheter en milieu rural au Bénin des terres. Déjà, les multinationales qui sont en quête de ces terres agricoles ne peuvent plus aller acheter. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils passent peut-être par des intermédiaires, ils peuvent créer une société. Le code a dit on peut acheter des terres si on est une personne morale. Ouais. Et vous êtes personne morale dont la majorité, en tout cas des actionnaires, en tout cas la majorité est dans les mains d'un national. Donc très tôt, quand ils créent l'entreprise, vous voyez que c'est un national qui est majoritaire. Et quand l'acquisition est faite, vous voyez que l'actionnariat change de main. Ouais. Le national perd la majorité et c'est l'étranger qui devient le propriétaire de l'entreprise et de facto le propriétaire de tout ce qui est immeuble acquis en milieu rural. Alors que s'il était propriétaire de l'entreprise, il ne pouvait pas acquérir des terres rurales. Ce n'est pas possible. Parce qu'en milieu urbain, vous pouvez acheter les terres quand il y a le principe de réciprocité entre le Bénin et votre pays. Mais en milieu rural, il ne peut pas le faire. Et là, on a constaté aussi que ce n'est pas les superficies. Parce qu'à Abidjan, en novembre dernier, le phénomène d'accaparement des terres était une préoccupation à la CERAO, à la conférence épiscopale régionale Afrique de l'Ouest, la CERAO, où les évêques se sont penchés sur le phénomène d'accaparement des terres pour voir comment ils peuvent contribuer pour freiner. Mais il fallait définir le phénomène d'accaparement des terres. Et là, les gens ont parlé de grandes superficies. Et on a dit non, ce n'est pas la superficie. Là où 100 hectares n'est rien du tout pour un pays, 10 hectares peut être très important dans un autre pays. Absolument. Par conséquent, on ne peut pas voir la superficie d'abord pour parler du phénomène d'accaparement des terres. Donc on a essayé de donner une explication pour que les gens puissent quand même voir. Et qu'est-ce qu'on a fait? Actuellement, Synergie paysanne est en train de conduire une étude sur le terrain dans 3 communes. Dans la commune de Djidja, parce que dans cette commune, on l'avait déjà fait l'étude avant le vote du code. Ouais. Et on a pris aussi la commune de Tchaourou, parce que c'est une vaste commune agricole. C'est la plus grande. Et c'est la plus grande. En termes de superficie au Bénin. Voilà. On a pris la commune de Ndali, parce que le maire de cette commune est membre de la FAT, de la commission de l'ANCB qui s'occupe un peu du foncier. Et l'opérationnalisation du code a été un peu avancée dans cette commune. On a pris ces 3 communes suivant les critères pour aller voir quel a été le comportement des uns et des autres par rapport au code foncier dans l'accaparement des terres. Et les résultats sont là. Le 4 décembre prochain, on va valider les rapports. Le rapport provisoire est déjà disponible. Alors, quels sont les résultats? Voilà, sans trahir un secret. Voilà, les résultats montrent que la loi, le code foncier, a freiné le phénomène d'accaparement des terres. Tout simplement parce que l'article 367 du code oblige ceux qui accaparent les terres de les valoriser. Si vous avez les terres agricoles, les terres rurales, si vous observez 5 années sans les mettre en valeur, si ce n'est pas que vous les avez laissées en jachère, si ce n'est pas que vous avez mis des plantes améliorantes du sol pour restaurer cette terre-là, la loi vous oblige, au bout de 5 ans, à exploiter cette terre. On a des gens qui ont 3000 hectares. Aujourd'hui, le code a freiné, en tout cas, l'achat massif des terres à 1000 hectares. Vous pouvez acheter au maximum 1000 hectares. Mais et à partir de 2 hectares, le code même dit que vous devez faire un projet. Un projet de mise en valeur de la terre que vous devez soumettre en approbation selon la superficie. Qu'est-ce que l'étude a montré? Comme vous avez dit, on ne doit pas se dévoiler. En tout cas, l'étude a montré que pour freiner, en tout cas pour contourner les dispositions du code, les gens essaient de morceler maintenant aujourd'hui les superficies qu'ils déclarent avoir achetées pour ne pas rédiger de projet, parce que ça c'est plus facile. Après 2 hectares, ils doivent avoir l'approbation du conseil communal au plus. D'abord, plus de 20 hectares,
il doit aller, après l'approbation du conseil communal, avoir l'approbation de l'ANDF, etc., jusqu'à 100 hectares, etc. Donc, pour continuer ça, là, ils sont obligés maintenant de morceler 1,5 hectare fois N. Vous voyez déjà, non, c'est de l'accaparement de terre. C'est ça le phénomène, ce qu'on a constaté. Parce que les gens ont trouvé que c'est très difficile de rédiger un projet parce qu'ils ne peuvent pas mettre en œuvre. Ceux qui ont pu rédiger des projets, l'étude est allée voir est-ce qu'ils ont pu réaliser ces projets-là. Ils n'ont pas pu. À peine 1 pour 1000. Donc ils avaient juste rédigé ces projets. Voilà, en fait, ils avaient pour juste pouvoir, rédigé, obtenir ces juste ces pour terres-là, c'est avoir, tout. voilà, pour avoir l'approbation, mais ils ne mettent pas en valeur. Donc on voudrait aujourd'hui que les sections villageoises de gestion foncière qui sont au niveau des villages, les COGEF, essaient de faire le travail, soit mis en place d'abord systématiquement, essaient de faire le travail parce que c'est eux qui sont, en tout cas les structures de gestion locale du foncier que la loi a prévues pour vérifier si ces terres-là sont mises en valeur et ils doivent signaler aux communes pour que le maire, la loi a permis au maire de prendre ces terres-là en amodiation, de dire aux propriétaires terriens, tu ne perds pas ton droit de propriété, mais tu perds ton droit d'usage. Et le droit d'usage, on le met à la disposition de quelqu'un qui a le besoin d'exploiter et il te paie quelque chose en contrepartie. Alors, William, en dépit des nombreux verrous mis dans le code foncier, ça ne cesse toujours pas. Non, mais c'est vrai que ça, le cesse pas. Les gens trouvent toujours des subterfuges. Voilà, pour contourner la loi. Oui, la loi. Mais quelque part, on sent quand même que le code foncier a pu quand même arrêter un peu le phénomène. Oui, a pu Parce que- freiner a un pu peu freiner. la Parce chose. qu'avant cela, comme il a dit les gens, une seule personne qui s'achète 3000 hectares, mais je me dis, qu'est-ce qu'ils font en fait? Ce qui est encore mal, c'est que les gens achètent ces espaces, mais ils ne font rien dessus. ouais. Il n'y a rien. Or, ces petits exploitants, comme je le disais à l'entame de ce truc-là, c'est eux qui nous nourrissent. Je prends un exemple très simple. Quand vous allez, par exemple, à Sémé, vous avez vu tous ces gens qui font les produits maraîchers là. Supposez qu'une firme vienne un jour, il achète tous ces espaces-là, il ne fait rien, On la dégage. on les dégage. D'abord, ces gens, ils sont au chômage. Je ne sais pas moi, il faut parler de chômage, bon, pour ces gens, bon, enfin, Ben, chômage, ils se retrouvent sans terre. sans terre, Donc ils ne peuvent plus rien ce faire. sont des pères de famille qui ont des enfants qui doivent envoyer à l'école, Oui. ils ont des femmes, tout ça là, ils ont des... Enfin, vous voyez tout ça, toutes les conséquences que cela peut créer. Oui. Donc, je me dis quelque part, cette loi a freiné... Bon, Tout à fait. est-ce qu'avec le temps, si on peut encore demander à nos députés d'aller plus dans davantage, quoi, de corser un peu ces lois, comme on le fait, on le fait pour d'autres lois aujourd'hui, quoi, ça pourrait freiner de façon définitive cette pratique qui nuit vraiment à la sécurité alimentaire surtout. Ouais. Mais moi, je pense aussi qu'il faut attaquer le problème à la racine. Pourquoi on en est arrivé là? On en est arrivé là parce que quand tu prends, nous avons 8,3 millions d'hectares au Bénin, mais à peine 2 hectares Sont exploités. et 2 millions sont exploités, sont valorisés. Donc les gens se retrouvent, donc ils se disent, bon, vous avez des terres qui ne sont pas valorisées, on vient les chercher. Mais il faut attaquer... qui doit exploiter ces terres-là, Oui, finalement? il faut C'est attaquer qui? le mal à la racine. C'est-à-dire, c'est quoi? Aujourd'hui, le rendement à l'hectare ne dépasse pas une tonne au Bénin. C'est une tonne, oui. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a ce problème de rendement. Il y a ce problème de non-maîtrise de l'eau. Parce que le problème c'est quoi? Le petit producteur, il se retrouve, il attend la pluie. Et aujourd'hui, avec donc, les effets des changements climatiques, la pluviométrie n'est plus aussi bien Le rendez-vous, C'est hein. difficilement Ouais. maîtrisable. qu'aujourd'hui. Donc, il faut absolument que l'État ait une bonne politique donc de maîtrise de l'eau pour permettre aux petits producteurs d'être toujours, d'avoir de la Actifs, ouais. disponibilité de l'eau et de toujours produire. Mais il y a aussi la troisième cause, c'est le financement de l'agriculture. Ouais. Mais les petits producteurs, ils font comment quand ils n'ont pas d'argent pour investir, pour faire des choses. Donc, je crois qu'il faut, c'est bon, la loi, mais vous avez compris qu'il y a des gens qui contournent la loi. Tout à fait. Ça veut dire qu'il faut attaquer aussi le problème à la racine. À la racine, oui. Donc, la question de la maîtrise de l'eau. Vous allez au Burkina Faso, mais vous avez vu le nombre de barrages et de retenues d'eau qu'ils ont. ouais. Et autour de ces barrages, je vous dis, c'est de la production et à plein temps. Il n'y a pas de culture de contre-saison, il n'y a pas de choses là. Donc, je crois qu'il faut encourager le gouvernement à aller vers donc, la création, donc l'installation de ces, qu'on appelle ces retenues d'eau et autres, ouais. pour permettre aux producteurs d'avoir accès à l'eau. Parce que quand tu as la terre, il te reste l'eau. Et quand tu as l'eau, je pense que tu peux travailler. Ouais. Sans quoi, nous allons nous retrouver. Vous allez voir. Les gens des villages vont nous envahir dans les villes et ça va créer encore des problèmes encore plus complexes. Parce que quand les gens ils débarquent en ville, mais
ils vont dormir où? Le problème de logement, ben, le problème de l'emploi, et le problème de sécurité. Donc, je crois qu'il vaut mieux pour un État de dire, bon, OK, je travaille à ce que les gens ils continuent à rester, donc à être sédentaires dans leurs localités respectives, donc en essayant donc, de financer l'agriculture, en essayant de faire la maîtrise de l'eau et en essayant d'améliorer le rendement à l'hectare. Parce que c'est ça qui fait aussi que quand je fais 4-5 hectares, ben, au bout de quelques années, je me rends compte que bon, la terre n'est plus fertile et tout, bon, le rendement, il décroît d'année en année. Bon, je quitte là et puis je vais ailleurs. Donc, je crois que absolument, je pense que c'est bon la loi, mais je pense qu'il faut absolument attaquer aussi le mal à la racine. Ben, je crois que tout à l'heure, c'est demandait qui est-ce qui doit jouer le rôle. Exactement. Je crois Qui il a doit déjà pas dans la exploiter le terrain, réponse. finalement. Il y a d'abord le gouvernement, il y a aussi les institutions financières qui doivent accompagner ces petits producteurs. Aujourd'hui, quand vous prenez, bon, je ne suis pas contre les banques, elles sont un peu frileuses, il faut le dire. On n'a pas de banque agricole au Bénin. Voilà, elles sont un peu frileuses. Elles ne veulent pas aider ces petits producteurs parce que si on les donne, c'est pas avoir 100 000, 200 000, 300 000, ça peut les aider. Mais parce à que installer. justement, ces banques n'ont aucune trop garantie. facile, exactement. Oui, c'est ils trop n'ont- facile. Non, mais sous d'autres cieux. Allez, pas tous à la fois, s'il vous plaît. Oui, on bon, laisse si on dire avait une banque commerciale, par exemple, ça pourrait aider à cela. Non, une banque commerciale n'est pas dédiée à cela. Il faut une banque agricole. ok, Et banque on n'a agricole. jamais, Voilà. jamais eu une banque agricole On a un fonds au Bénin. agricole. Ben, on a un fonds. Une fonds, c'est pas une banque. Banque, voilà, c'est Ah, différent. c'est ça le problème. Le fonds, il faut aller mobiliser les ressources. La banque, elle a déjà des ressources. Ouais. Est-ce que vous voyez? Donc, je crois que C'est même si difficilement nous voulons qu'on a, effectivement des agences ou des assurances agricoles. agricole, Donc, mais c'est ça le problème. faut- Donc, je Mais crois que quand on dit aussi qu'on n'a pas de garantie, la terre. Ça n'est pas suffisant. Non, mais c'est suffisant, justement. aujourd'hui que la terre est sécurisée, Les elle organisations constitue. paysannes Ils vous le ont diront. pris leurs responsabilités parce que c'est d'eux il s'agit. Et comme l'a dit Serge tout à l'heure à l'entame de l'émission, c'est que ils se sont mis ensemble. Depuis 2014 au Forum mondial Forum social à Sénégal, Dakar. à Dakar et tout, de Dakar à Tunis. En 2015, en juin 2015, ils ont mis en place ce qu'on appelle la convergence globale des luttes pour la terre, l'eau et les semences paysannes. Et c'est pour freiner le phénomène d'accaparement de terre, pour que l'eau, comme l'a dit tout à l'heure Alain, soit disponible et que les semences soient aussi disponibles, et des semences de qualité, des semences résilientes. Et ça, c'est les semences paysannes. Et en même temps, ils ont voulu faire, en tout cas, connaître la convergence. Et là, en 2016, on a eu la première caravane ouest-africaine qui a pris par Ouaga, passant par le Mali pour atterrir au Sénégal, à Dakar, où le livret vert, ils ont déjà un livret vert qui est un document de plaidoyer qui reprend déjà encore toutes ces préoccupations par rapport à la terre, à l'eau et aux semences. Et la deuxième édition de la caravane vient au Bénin, déjà au Bénin depuis hier. Oui, mais cette caravane va changer quoi? Voilà, je vais expliquer. Exactement. La caravane Concret. permet aux organisations paysannes de dire ce qui ne va pas, de dire ce qu'elles pensent. Et là, les organisations ne dorment pas. Les études ont été faites en prenant par exemple les directives volontaires pour une gouvernance foncière et de les croiser avec les lois foncières au niveau national de chaque pays pour voir les écarts. Au Bénin, on a fait récemment une formation avec l'appui de la FAO pour renforcer les capacités des organisations de la société civile, histoire de voir notre code foncier domanial là. Quelles sont les préoccupations promues par les directives volontaires qui ont été prises en compte par le code foncier et quelles sont les préoccupations qui ne sont pas prises en compte. Et sortir les points de dissemblance, aujourd'hui, nous, on les a transformés en axes de plaidoyer pour que les décideurs à la réforme, comme l'a dit tout à l'heure William, le code foncier évolue, le gouvernement l'a modifié, complété en 2017, mais ça ne règle pas les problèmes. On peut continuer. On a fait le bilan du foncier la dernière fois organisé par l'ANCB. Le ministre de l'Agriculture est venu ouvrir le bilan, mais à la fin, on a constaté qu'il reste encore des choses à corriger par rapport au code foncier. Donc, c'est des propositions aujourd'hui concrètes pour ne pas critiquer. Les organisations paysannes font des propositions aujourd'hui contenues dans le livret vert, où le 29 novembre prochain, ça sera remis aux représentants du président de la République pour quand même porter au niveau des CEPER de la CEDEAO le plaidoyer des organisations de la société civile. Sauf que, M. Bertrand, vous parlez de formation, vous parlez de plaidoyer, vous parlez de caravane, vous parlez de promesses. Rien que de la théorie, de façon pratique. Dites-moi. Non, de façon pratique, qu'est-ce que vous allez faire en attendant? De façon pratique, par rapport à l'accaparement des terres, tout à l'heure,
on va à Gbaouété, c'est dans la commune d'Adjawere, où il y a eu des victimes d'accaparement de terre. Je ne veux pas citer de nom ici. Plus de 200 hectares de terre ont été accaparés. Ces victimes n'arrivent plus à produire et à manger à leur faim. Et là, c'est une préoccupation sous-régionale, ce n'est plus une préoccupation nationale. La caravane descend et en route déjà pour Gbaouété, où le préfet du plateau va parrainer les cérémonies tout à l'heure pour soutenir les victimes et leur dire voici les solutions qu'on peut apporter. Est-ce que vous voyez? Par rapport à l'accaparement des terres, parce que sous d'autres contrées, les terres ont été accaparées, mais les gens ont essayé quand même de trouver des solutions. Par rapport à l'eau, la manière de gérer, vous allez au Burkina, on a vu comment les retenues d'eau ont été en tout cas élaborées pour pouvoir produire du légume que nous on consomme aujourd'hui, etc., etc. Donc, après, on va faire un forum pour montrer à tout le monde comment on peut changer les choses. Ce n'est pas de la théorie, c'est des cas pratiques. Le Mali a essayé de gérer, le Burkina a essayé de gérer, et ils produisent aujourd'hui. Le Bénin aussi doit pouvoir s'en servir de ces expériences-là. Alain, quelques actions et passes. Non, c'est un début de solution. Oui, c'est un début de solution, mais je pense que nos gouvernants doivent se réveiller parce que les pays riches ne dorment pas. Le phénomène derrière, c'est que ces pays riches, aujourd'hui, envahissent l'Afrique, qui n'arrivent pas à valoriser ces terres, et donc ces pays riches vont toujours essayer de contourner nos lois pour pouvoir donc produire et nourrir le peuple. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut absolument que la question soit, comment on appelle, à l'ordre du jour de l'agenda de nos autorités politiques. Et je crois que le travail que les organisations paysannes sont en train de faire doit pouvoir réveiller les gens sur ce phénomène-là qui se passe mais à côté d'eux, mais ils ne sont même pas informés. Dans nos villages, vous voyez parfois des petits producteurs, mais ils travaillent sur des terres qui ne leur appartiennent plus, parce que les gens ont déjà acheté. Du jour au lendemain, on va leur dire, videz les lieux, et ils vont se retrouver comme ça, avec leurs parents, avec leurs familles et autres, sans terre. Donc si nous ne voulons pas que les prochaines tensions, les prochains affrontements soient liés donc, au problème de la terre, parce que ça arrive déjà dans certains pays, c'est que nous devons sécuriser nos terres et nous devons penser aux petits producteurs, parce que c'est l'agriculture familiale qui nous a toujours nourri les Africains. Tout à fait. Il faut donc anticiper déjà. Oui, il faut anticiper. Vous savez, j'ai un exemple souvent que je partage avec les camarades quand on discute. Je crois qu'il y a un Algérien, mais tunisien. Il est venu au Bénin, quoi. Souvent, on dit que le Bénin est un pays sous-développé. Il a pris le bus de Cotonou, il allait au nord. Mais arrivé déjà vers la zone de Savaie, il dit, mais écoutez, vous avez tout ça là, vous dites que le Bénin est un pays sous-développé, c'est-à-dire il est surpris, quoi. Pour dire qu'on a tous ces espaces-là qu'on ne valorise pas. Il faut d'abord qu'on cherche à valoriser tous ces espaces que nous avons. Donner aux producteurs, les petits producteurs, ces espaces, leur mettre à disposition des moyens, comme l'a dit Alain, leur donner aussi de l'eau, et là on est sûr qu'on pourra nourrir notre pays sans qu'on ait besoin de l'aide de l'extérieur. Moi, je suis très sûr. Un exemple pratique. Oui, Bertrand. Pour ne pas être théorique comme vous l'avez Moi, dit. j'adore la pratique. Voilà. Utiliser le code foncier et amener les accapareurs et qui ont thésaurisé les terres à les mettre à la disposition des paysans qui sont dans le besoin. Ça, c'est des choses très pratiques. Et là, on a sensibilisé déjà les propriétaires terriens qui savent que les dispositions du code interdisent qu'ils thésaurisent la terre. Et s'ils thésaurisent la terre, nous, dans les sensibilisations, on leur dit, si vous ne valorisez pas la terre, même celui qui a cherché votre femme viendra labourer cette terre, vous ne pouvez rien dire. Ça, c'est une manière pour caricaturer, pour leur dire, même votre pire ennemi peut venir au regard de la loi, exploiter cette terre et vous ne pouvez rien dire. Et là, vous voyez, quand vous le dites comme ça, un propriétaire, il est fâché. Il dit, mais comment celui qui a cherché ma femme, mon époux peut venir exploiter ma terre? Il dit, expliquez-moi. On lui explique pour dire, la loi dit, au niveau de l'article 367, que si vous ne valorisez pas la terre pendant 5 ans, l'État, en tout cas la commune, peut vous arracher le droit d'exploitation et confier ça à un tiers. Ce tiers peut être votre pire ennemi, vous ne pourrez pas refuser. Il va l'exploiter. Et là, les gens ont commencé par faire des contrats aujourd'hui. Les propriétaires terriens qui ont accaparé ces terres qui n'en font rien ou qui avaient accaparé pour des fins spéculatives, que quand ça va devenir cher, ils vont mettre des prix pour revendre. Ils comprennent aujourd'hui et ils mettent ça à la disposition des propriétaires, des paysans sans terre
Et vous allez voir dans la commune de Klekame et de Dogo, l'ANCBA a implémenté ça déjà et des outils ont été déjà mis à disposition et peut-être ils appellent ça 1000 francs Banjo. 1000 francs Banjo, vous pouvez acheter le contrat type de location de terre, le contrat type de prêt de terre à titre gratuit. Il y en a qui disent non, je ne veux pas avoir de l'argent là-dessus, je préfère laisser à titre gratuit parce que s'il ne commence pas à payer, il peut dire plus tard qu'il est en train d'acheter progressivement. Ouais, donc je ne veux pas de l'argent, il peut labourer, c'est tout. Donc ça, c'est déjà des choses concrètes qu'on fait. Et on l'a fait déjà dans la commune de Ouessé avec l'appui de Helvetas. On a fait déjà dans la commune de Ndali avec l'appui de la coopération suisse. On a fait à Zakota, à Ndali, à Savalou, à Djidja, à Lokosa avec Agritera, donc pour n'en citer que ces actions-là. Non, mais je disais que le problème, c'est que même les nationaux aussi se lancent dans cette mauvaise pratique. Je crois que si les mairies peuvent mieux maîtriser le code foncier, ça permettra de les mettre en application. Comme on a dit, on ne peut plus laisser les terres pendant 5 ans. Si les maires dans leur localité peuvent veiller à cela, chaque fois que vous voyez un espace qui est vide, qui est laissé pendant longtemps, vous le prenez, vous le mettez en valeur, et puis voilà. Et puis là, on est sûr que les gens ne pourront plus continuer à se lancer dans cette pratique qui ne nous amène pas loin. Voilà. Une dernière chose, oui. dans le département du Mono de Koufo, on a parlé de la disponibilité de la terre, mais il y a des forages artésiens où l'eau coule depuis plus d'une dizaine d'années, où l'eau coule, comme ça, mais cette eau n'est pas valorisée. Il faut aller faire des aménagements agricoles pour sortir les populations de la pauvreté. Ouais. Absolument. Je vous dis, l'eau coule dans les départements du Mono du Koufo. Il y a des forages artésiens qui coulent. Même dans l'OME. Vous avez même dans l'OME, oui. Je vous dis, vous avez même à Tiémé, et j'ai été voir, vous avez même à Tiémé un forage qui a chassé tout un village. Tout un village. L'eau coule abondamment, mais on n'en fait pas usage. Je vous dis, l'eau a renvoyé tous les habitants du village et qui ont été déplacés. Donc, cette eau, aujourd'hui, est devenue un problème au lieu d'être une opportunité de développement. Voilà, on a tout à disposition. Il suffit seulement de s'organiser, puis on est sûr de pouvoir gérer les problèmes que nous avons. Oui. Alors, une question tout de même à vous, Bertrand, c'est que la caravane qui a son point de chute aujourd'hui au Bénin, est-ce que finalement vous avez l'impression d'avoir oreille attentive partout où vous allez passer? Vous dites Gbawete, vous serez soutenu par le préfet. Est-ce que c'est suffisant? Ne faudra-t-il pas aller un peu plus loin, chercher une oreille plus... Merci beaucoup. Et je peux rappeler que la caravane cette année a parcouru 5 pays. La première édition c'était 3 pays, mais cette fois-ci ça a commencé à Mamou, en Guinée, Conakry, pour passer par la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, et ils sont venus hier au Bénin. Et déjà hier, pour marquer l'événement, il y a une foire aux semences paysannes et à la dégustation des mets locaux qui a été lancée par le ministre de l'Agriculture à l'intérieur du stade de Mathieu Kérékou, en face de la piscine. Enfin, j'y ai fait un déjà, tour, vous pouvez manger déjà du wassa-wassa, du bigo. Bigo, c'est arachide avec du gari et tout, c'est bien fait. Donc, ils connaissent ça. Voilà. Oui, ça me rappelle des choses. Du nyomli, pour montrer comment on peut transformer nos mets locaux. Du riz produit localement, c'est pas du riz qui peut typer comme du tennis. Vous voyez, donc du riz local. Il y a tout ça là. Déjà, c'est du concret qui est fait déjà à partir depuis hier. Et là, quand ils vont à Gbawete, ils vont rencontrer le préfet et remettre le plaidoyer au préfet. On a vu des cas d'accaparement de terre, on a vu des cas à Ouida. Le gouvernement a pris des dispositions. La loi aujourd'hui permet au gouvernement de prendre des responsabilités pour permettre aux communautés vulnérables de pouvoir être apaisées et de valoriser les terres et être en paix. Et là, il y a un plaidoyer qui est fait dans ce sens-là au niveau du préfet pour qu'il puisse relayer les cris de cœur de ces victimes de Gbawete. Et quand on va venir le 29, le clou c'est le 29. Le 29, il y aura la CEDEAO. La représentante de la CEDEAO a répondu présente, ils seront là. L'UEMOA sera là. Le gouvernement sera représenté. De toute façon, on va remettre les livrets verts à tous ceux-là. Pourquoi ça se fait comme ça? La CEDEAO aujourd'hui est en train d'écrire sa politique foncière. Et là, on s'est dit, les organisations paysannes ne peuvent pas rester en marge d'une politique foncière du genre sous-régional. Ce qui a fait que le plaidoyer a commencé dans tous ces pays. Aujourd'hui, on a les 14 pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont au Bénin aujourd'hui
avec les Malgaches, les Congolais. Ce matin, je suis allé prendre à l'aéroport quelqu'un qui a quitté l'Allemagne. Donc, plusieurs nationalités, on a près de 20 nationalités autour de la caravane pour dire aux gouvernants que voici notre proposition. Ce n'est pas pour crier, mais on fait des propositions aujourd'hui pour discuter autour de la table. Je peux vous dire, la convergence au Bénin a fait des choses pratiques. L'UPOV, vous avez entendu parler de l'UPOV. Oui, L'UPOV, la convergence a fait un peu de bruit, cette lutte à l'Assemblée. mais a essayé aux députés de comprendre qu'on ne pouvait pas aller à l'UPOV comme ça. Le combat n'est pas fini. Aujourd'hui, on est en dialogue avec le ministère de l'Agriculture pour qu'on puisse avoir un système sui generis autour de l'UPOV qui puisse nous permettre d'aller ensemble de manière calme avec quelque chose qui est adapté à nos habitudes pour que toutes nos semences paysannes qu'on connaît là ne disparaissent pas au profit des OGM et consorts. Voilà un peu. Alain, faire un plaidoyer à transmettre à l'autorité préfectorale. Est-ce qu'on n'est pas toujours sceptique quant à la fiabilité, à l'aboutissement de Non, la je chose? pense que c'est une bonne démarche. Parce que d'abord, le problème, c'est qu'il fallait que tout le monde soit mis au courant du problème. C'est un phénomène qui n'était pas connu de tout le monde. Absolument. Aujourd'hui, avec ce mouvement, donc cette caravane, et tout le monde commence à se poser la question. Donc, ça veut dire que c'est un problème. Donc, je crois que c'est d'abord une première réussite. Mais il ne faut pas s'en arrêter là. Je crois que, effectivement, faire le plaidoyer, ça veut dire qu'il faut absolument, il y a les députés qui votent les lois et tout ça. Donc, je crois qu'il faut continuer donc, à faire le travail.